Avant d'aborder les sujets qui sont actuellement d'actualité, comme la fragmentation potentielle de 3I Atlas, je voudrais commencer par une question d'ordre général. J'ai lu votre article intitulé Preliminary Anomalies of 3I Atlas, anomalie préliminaire de 3I Atlas. J'ai lu presque tous vos articles, mais aussi celui-là, et je cite, dans cet article, vous avez écrit que l'hypothèse la plus simple est que 3I Atlas est une comète. Cependant, nous serons confrontés à la possibilité intrigante qu'il n'ait pas hérité d'une vitesse aléatoire, mais qu'il ait été envoyé intentionnellement. Ma première question serait, comment décrire le processus scientifique permettant de distinguer un objet naturel d'un objet conçu? Quel type de données pensez-vous pouvoir obtenir pour clarifier cela? C'est une excellente question car dans la vie, on est parfois confronté à des événements peu probables. Pour vous donner quelques exemples, le premier signal d'onde gravitationnelle a été obtenu à partir d'une paire de trous noirs. Il a été détecté par l'expérience LIGO en 2015. Depuis lors, c'est peut-être le signal le plus clair que nous ayons jamais détecté car il présentait un rapport signal-bruit élevé. L'expérience LIGO a également permis de découvrir la fusion de deux étoiles à neutrons peu de temps après, quelques années plus tard. Depuis lors, nous n'avons jamais découvert de signal aussi clair. Parfois, les choses arrivent par hasard. J'ai rencontré ma femme lors d'un rendez-vous arrangé, vous savez. La question est de savoir comment quantifier la probabilité qu'un événement se produise. Dans le cas de 3I Atlas, il y a vraiment plusieurs anomalies inhabituelles. Tout d'abord, sa taille et sa masse. À l'heure actuelle, ma meilleure estimation est que sa taille est supérieure à 5 km, et cela repose sur la masse qu'il doit avoir, 33 milliards de tonnes, pour ne pas être dévié pendant 5 mois avant octobre en raison de sa perte de masse vers le Soleil. Il perdait de la masse et il n'y avait pas de recul à la suite de cela. On en déduit donc qu'il doit être très massif. Mais le problème est que sa masse est alors 1 million de fois supérieure à celle du premier objet interstellaire. Et étant donné que les réserves de matière sont limitées, nous aurions dû voir 1 million d'objets comme le premier avant d'en voir un géant comme le troisième. C'est donc surprenant. J'ai également fait un calcul qui démontre qu'il n'y a pas assez de matière dans l'espace interstellaire pour permettre la livraison d'un colis aussi gros en une décennie d'observation du ciel. On pourrait s'attendre à en voir un tous les 10 000 ans. Les statistiques sont donc faciles à calculer. En gros, vous dites, OK, nous observons pendant 10 ans et nous nous attendons à en voir arriver un tous les 10 000 ans. La probabilité est donc de 10 à la puissance moins 3, d'accord? Et donc 0,1 % que nous ayons cette chance, ce qui est vraiment surprenant. Et puis, la trajectoire de l'objet est alignée avec les planètes avec une probabilité de 0,2 %. Encore une fois, vous dites, d'accord, combinons juste ces deux faits sans nous soucier des autres anomalies. Nous obtenons une très faible probabilité d'environ 1 sur 100 000. Et alors, que faisons-nous? Bien sûr, c'est possible. Et d'ailleurs, les astronomes qui affirment qu'il doit s'agir d'une comète n'abordent pas vraiment cette question. Ils disent donc que les comètes ont parfois des propriétés étranges. Mais ce n'est pas une question de propriétés étranges. C'est une question de bilan massique, de probabilité d'une trajectoire alignée avec les planètes, alors que nous nous attendons, par exemple, à ce que le disque galactique soit à 60 degrés du plan de la planète. Je dirais donc que ce sont là des préoccupations sérieuses qui doivent être prises en compte si cela s'avère être naturel. Oui, pourquoi? Pourquoi obtenons-nous cela? Il nous manque quelque chose. Il existe peut-être des usines d'objets interstellaires comme 3A Atlas dont nous n'avons pas connaissance. Elles doivent apporter de tels objets qui sont grands dans le plan des planètes, mais nous ne savons pas pourquoi, et nous devons le découvrir. Si c'est naturel, vous savez, il doit y avoir une raison. Je pense donc que c'est une excellente question, car les critiques disent souvent « Oh, vous savez, des choses rares se produisent, nous ne savons pas ». Et ils rejettent simplement cette idée sous le tapis de la pensée traditionnelle. Et je pense que nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons l'expliquer pour nous sentir à l'aise.
Je pense donc qu'à ce stade, presque tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un objet extraordinaire. C'est vrai, mais oui, comme vous l'avez dit, beaucoup de scientifiques disent « Ok, ce ne sont pas des anomalies que nous avons observées et qui peuvent s'expliquer par des causes naturelles. » Et certaines d'entre elles ont déjà été expliquées par des causes naturelles. Je pense au premier changement de couleur, par exemple. Oui, allez-y. Et donc, ces critiques pourraient dire « Ne pensez-vous pas que les autres anomalies, les phénomènes inexpliqués que nous avons actuellement, peuvent également s'expliquer par des causes naturelles ?» J'aimerais beaucoup connaître les explications, mais ce que je soutiens, c'est que nous ne devrions pas rejeter les interprétations alternatives sans expliquer les anomalies. Donc, ce que font les influenceurs comme Brian Cox ou Neil deGrasse Tyson, c'est essentiellement dire au public, « Vous savez, c'est une comète. » C'est tout. Ils les ignorent. Ils ne les expliquent pas. La science ne se fait pas par autorité, en faisant une déclaration et en voulant que tout le monde y croie. Tout comme le Vatican a déclaré que la Terre était au centre de l'univers, vous pouvez faire cette déclaration et utiliser autant de force que vous le souhaitez. Mais la Terre tournait déjà autour du Soleil 4,5 milliards de fois avant même que le Vatican n'existe. La Terre s'en moquait donc. Que nous ayons un voisin ou non ne dépend pas de l'opinion la plus populaire au sein de l'espèce humaine. Cela n'a aucune importance. Nous voulons comprendre les choses, et donc nous devons expliquer les anomalies si nous voulons faire progresser nos connaissances. Se contenter de dire que c'est ceci ou cela n'est pas vraiment productif. Cela ne nous apprend rien. Cela nous apprend quelque chose sur la psychologie humaine. Une question qui m'a été posée à maintes reprises est la suivante. Pourquoi les experts rejettent-ils autant les alternatives? J'ai expliqué qu'ils sont comme des systèmes d'intelligence artificielle que nous entraînons à partir d'un ensemble de données. Tous les experts ont donc été formés à partir d'un ensemble de données sur les comètes. Ainsi, tout ce qui se trouve dans le ciel devrait être une comète, même s'il s'agit d'un objet comme Oumuamua, qui ne présente aucune évaporation cométaire, aucun gaz ni poussière autour de lui. Pourtant, il présentait une accélération non gravitationnelle. Alors, qu'ont dit les experts? C'est une comète sombre. En gros, ils ont dit que c'était une comète sans les caractéristiques qui définissent une comète, et c'est un oxymore. Un vaisseau spatial serait exactement cela. Quand vous avez un vaisseau spatial, il n'a pas de queue cométaire. Vous pourriez donc l'appeler une comète sombre, et c'est inapproprié. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas trop prêter attention à ce que disent les gens. Concentrons-nous simplement sur 3I Atlas. Bien sûr. Oui, je trouve que le sujet des comètes sombres est vraiment drôle, car ce terme n'existait même pas auparavant. Il a donc été inventé pour décrire Oumuamua, car celui-ci ne correspondait pas à la description. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si des experts en zèbre allaient au zoo et voyaient un éléphant, et qu'ils disaient ensuite que l'éléphant est un zèbre sans rayures. En quelque sorte, c'est vrai. Eh bien, mon argument concerne un animal complètement différent. Bien sûr, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Ok, parlons alors des propriétés de 3I Atlas. J'ai lu l'un de vos derniers articles dans lequel vous évoquiez une fragmentation potentielle de l'objet alors qu'il se trouvait, de notre point de vue, derrière le Soleil. Se pourrait-il vraiment qu'il ne s'agisse plus d'un seul morceau de comète ou autre, mais de nombreux fragments? Oui, c'est le résultat auquel je suis parvenu hier matin, car de nouvelles images ont été obtenues par des astronomes amateurs allemands. Ces images montraient des jets sortant de 3I Atlas, son noyau s'étendant sur des millions de kilomètres. Certains d'entre eux se dirigeaient vers le Soleil. Cela signifie donc qu'ils ont pu traverser le vent solaire. C'est un vent contraire. La vitesse est d'environ 400 km par seconde, et si l'on suppose que les jets proviennent d'une comète, ce qui signifie qu'ils se déplacent à la vitesse thermique caractéristique des molécules de la surface, qui est de 0,4 km par seconde, c'est 1000 fois plus lent que le vent solaire. Cela signifie que la densité massique des jets doit être 1 million de fois supérieure à celle du vent. Et nous connaissons la densité du vent solaire. J'ai donc calculé que la masse qui devait être transportée par les jets était de l'ordre de 5 milliards de tonnes.
Et puis, vous posez une question simple. Si vous voulez sublimer de la glace, disons de la glace de dioxyde de carbone, qui est plus facile à sublimer que la glace d'eau, vous aurez besoin de moins d'énergie. J'ai donc pris le cas le plus favorable. Il faut alors une certaine surface exposée au soleil pour obtenir suffisamment d'énergie pour l'évaporer en un mois, pendant le passage de 3I Atlas près du soleil. J'ai calculé que la surface devait être celle d'une sphère de 20 km de diamètre, beaucoup plus grande que prévu pour 3I Atlas en réalité. Cela signifie donc que l'objet pourrait s'être brisé en morceaux, car si vous brisez un gros objet en petits morceaux, la surface exposée à la lumière du soleil est beaucoup plus grande. Dans le cas d'une comète naturelle, je serais très intéressé de savoir si l'objet s'est effectivement brisé, car c'est la prédiction basée sur la quantité de masse transportée par le jet. Attendons les prochaines semaines. Nous devrions pouvoir le voir, car s'il y a des fragments, ils seront séparés par la force de marée du Soleil. La marée gravitationnelle du Soleil les séparera et nous verrions des amas individuels. Dans le cas d'une comète, ce serait une conséquence très naturelle du réchauffement par le Soleil. Et nous connaîtrions la composition de la matière qui se trouvait dans le corps de la comète, car maintenant qu'elle est fragmentée, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un objet naturel. Mhm. C'est donc un test clair. Cependant, si nous constatons que l'objet a conservé son intégrité et que nous sommes également en mesure de mesurer la vitesse des jets et que nous constatons qu'elle est en fait bien supérieure à 400 mètres par seconde. Par exemple, les fusées chimiques que nous utilisons ont une vitesse d'échappement de quelques kilomètres par seconde. C'est donc un facteur 10 supérieur à celui des substances volatiles qui s'évaporent de la surface d'une comète. Et les propulseurs ioniques atteignent un autre facteur 10. Les propulseurs d'une technologie extraterrestre pourraient donc utiliser des vitesses encore plus élevées. Lorsque vous utilisez des vitesses plus élevées, vous avez besoin de beaucoup moins de matière à éjecter pour obtenir la même impulsion. Par conséquent, si nous observons, si nous mesurons par spectroscopie la vitesse de ces jets et constatons qu'elle est beaucoup plus élevée que prévu, nous saurons qu'ils ont été produits par des propulseurs technologiques. C'est un test infaillible. Donc, si nous voyons un objet qui conserve son intégrité, nous mesurons la vitesse des jets et la densité massique des jets. Et nous nous rendons compte que c'est vraiment surprenant, inhabituel pour des jets produits naturellement à partir de poches de glace à la surface d'une comète. Alors nous saurions que cela pourrait bien être technologique et cela pourrait être découvert dans les semaines à venir, car à ce jour, 3I Atlas est séparé du Soleil dans le ciel par 30 degrés, ce qui est l'angle critique. Une fois qu'il dépasse les 30 degrés, nous pouvons l'observer depuis la Terre sans problème. Et nous aurons des centaines d'observatoires qui l'observeront. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a décidé d'organiser une campagne impliquant des centaines d'observatoires entre le 27 novembre et le 27 janvier. Donc, en tant que scientifique, j'aime avoir autant de données que possible. Je veux être submergé de données. Les gens qui sont en quelque sorte, ils veulent maintenir leurs préjugés. Ils n'aiment pas les données, car celles-ci peuvent menacer leur connaissance, vous savez, et changer leur opinion. Mhm. Mhm. Vous diriez donc que nos meilleures chances résident dans les observations terrestres, car on parle beaucoup de ces missions spatiales qui pourraient désormais observer 3I Atlas comme JUICE, qui est en route vers Jupiter, ou peut-être aussi Juno, qui est déjà sur place. Oui, cela serait utile. Il y a aussi la fin du shutdown du gouvernement américain et ce matin, j'ai encouragé la NASA à publier les images prises par la caméra haute résolution embarquée à bord du Mars Reconnaissance Orbiter, car elles ont une résolution de 30 km. J'espère donc que nous obtiendrons des données supplémentaires, mais je pense que les données de la plus haute qualité proviendront du télescope Webb, du télescope Hubble et des télescopes terrestres. Et le 19 décembre, l'objet sera au plus près de la Terre. Pas très près. Il sera à 250 millions de kilomètres. Cet objet nous a donc évités, soit dit en passant. Il était du côté opposé au Soleil lorsqu'il s'en est approché le plus. Le Soleil se trouvait donc entre nous et l'objet.
Nous n'avons pas pu l'observer, peut-être pour une raison. C'est une autre coïncidence, mais nous obtiendrons beaucoup plus de données à son sujet lorsqu'il quittera le système solaire. Et la question fondamentale, en ce qui me concerne, est de savoir s'il s'agissait d'un vaisseau mère qui a largué des sondes, auquel cas nous pourrions trouver des objets inhabituels près de la Terre ou près de Mars dans les mois à venir. L'un des meilleurs arguments que j'ai entendus contre l'hypothèse de la sonde extraterrestre est qu'il existe probablement des millions, voire des milliards d'objets interstellaires dans notre système solaire. Nous ne sommes tout simplement pas en mesure de les détecter, n'est-ce pas? Oh, eh bien, quand vous dites « probablement », imaginez simplement qu'une personne s'approche de vous dans la rue et que vous disiez « Eh bien, je regarde les milliards de personnes sur Terre, et il aurait évidemment dû y avoir une personne à côté de moi. » Mais ce n'est pas nécessairement la raison. La personne peut s'approcher de vous parce qu'elle a une intention. D'accord. Donc, quand vous voyez un objet venir vers vous, vous pouvez supposer qu'il y a beaucoup d'objets. C'est complètement aléatoire. Mais non. Si cet objet est doté d'une certaine intelligence, la raison pour laquelle il s'approche de vous n'a rien à voir avec les milliards d'autres objets. Et c'était mon argument concernant le bilan massique. S'il n'y a pas assez de matière dans l'espace interstellaire pour permettre la livraison d'un objet aussi gigantesque fait de roches, alors peut-être que cet objet n'est pas tiré au hasard du réservoir massique de roches. Il vise en fait le système solaire interne. C'était là tout l'intérêt. Le fait qu'il existe d'autres objets n'a donc absolument aucune importance. La question est, pourquoi cet objet se trouve-t-il ici, en ce moment, avec une trajectoire peu probable et une masse peu probable? Bien sûr, c'est logique. Mais peut-être que je pousse un peu le bouchon. Ne serait-il pas alors logique de faire également un survol de la Terre? Car on pourrait dire que c'est la planète la plus intéressante du système solaire. Je ne sais pas. C'est une vision égocentrique. Nous avons tendance à penser que tout tourne autour de nous. Comme mes filles, quand elles étaient petites, elles étaient à la maison et pensaient que le monde tournait autour d'elles. Puis elles sont allées à la maternelle et ont compris. Et elles ont en quelque sorte mûri grâce à cela. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, nous pensions être au centre de l'univers. Puis nous avons réalisé, oh, attendez une minute. Non, en fait, la Terre tourne autour du Soleil. Nous ne sommes donc pas au centre. Mais nous continuons à penser que si des extraterrestres viennent dans notre système solaire, c'est à cause de nous. La réponse est non, car nous n'existons que depuis quelques millions d'années, soit 1/1000e de l'âge de la Terre. Et puis, vous savez, s'ils se déplacent à 60 km par seconde, comme 3 fusées Atlas, ils ont dû commencer leur voyage il y a 1 milliard d'années, vous voyez, bien avant. Ils se sont donc lancés dans ce voyage sans aucun rapport avec notre existence, et leurs objectifs sont peut-être très différents de ce que nous pouvons imaginer. Il est vraiment stupide de notre part de supposer que nous pouvons deviner quelles technologies sont utilisées et quel est leur objectif, car tout cela est égocentrique et notre imagination se limite aux données d'apprentissage dont nous disposons sur Terre. Il existe une quantité considérable d'espace et de temps au-delà de ce que nous connaissons. Je pense donc que notre imagination, ou celle des scénaristes hollywoodiens, est bien inférieure à ce que la nature pourrait nous offrir lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Je veux dire, c'est logique. Nous ne sommes là que depuis quelques millions d'années. Je pense que l'Homo sapiens existe depuis bien moins longtemps que cela. Donc, oui, notre vision est certainement un peu limitée. Disons cela. De plus, l'histoire humaine documentée ne remonte qu'à 8000 ans. Nous ne savons donc pas s'il y a eu des visiteurs non documentés sur Terre à l'époque des premiers humains. Cela m'amène à une question posée par l'un de mes téléspectateurs que j'ai trouvée très intéressante. La question est la suivante. Si nous imaginons un instant que nous sommes à l'origine de l'intelligence artificielle, à quel point la civilisation qui la sous-tend devrait-elle être avancée? Cela rejoint un peu ce dont nous venons de parler. À mon avis, cela ne signifie pas que nous avons affaire à une civilisation très avancée sur l'échelle de Kardashev, car nous avons envoyé des sondes avec les sondes Voyager, par exemple, qui atteindront un jour un autre système stellaire lorsqu'elles seront derrière le nuage d'Oort. Il y aura un jour un autre système stellaire. Il n'est donc pas nécessaire d'être très avancé pour faire cela. Exactement. Je pense donc que nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire dans la Voie lactée.
Abandonnons cette idée, car nous n'avons qu'un siècle de science moderne, depuis la découverte de la mécanique quantique et de sa générativité, et ils ont peut-être bénéficié de millions, voire de milliards d'années d'avancées technologiques qui les rendent très supérieurs à nous. Donc, vous savez, en conséquence, nous devrions nous en servir comme d'une expérience d'apprentissage, plutôt que d'imaginer que nous pouvons prédire à quoi ils pourraient ressembler. Mhm. Okay, then D'accord. Alors parlons peut-être brièvement des autres objets interstellaires. Comme son nom l'indique, c'est l'Oumuamua, le troisième objet interstellaire que nous avons découvert. Nous avons eu Oumuamua et Borisov. Diriez-vous que ce qui rend Atlas peut-être plus remarquable que ces deux-là? Personne ne parle de Borisov, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que vous avez beaucoup parlé d'Oumuamua. Quelles sont les différences entre eux? What are the differences between the Right. Atlas? So Borisov was a comet Eh not bien, very different Borisov from était comets une we're comète familiar qui with n'était in the pas solar très différente system. des comètes que nous connaissons dans le système solaire. Also anomalous, Oumuamua but in était different également ways. anormale, mais d'une manière It didn't have différente any de gas or 3A, dust Atlas. around it. Il n'y It was avait most ni likely gaz ni flat in poussière its autour de shape lui. because the amount of Elle sunlight était reflected probablement in de it forme changed by a plate, factor car 10 la as it quantité was de lumière tumbling solaire qu'elle every 8 hours. reflétait variait d'un We don't facteur see 10, car elle variations tournait of sur elle-même toutes les 8 brightness that heures. are Nous ne that voyons pas de variation de luminosité significant aussi in 3A importante Atlas, dans and 3A it has a Atlas. cloud of Et gas elle est around entourée it, d'un so nuage de very gaz. different. Elle est But donc très Oumuamua différente. was Mais pushed away from Oumuamua the a été sun by some repoussé du mysterious Soleil force par that une force definitely exhibited mystérieuse. Il non-gravitational présentait acceleration, clairement just une like accélération non Atlas is doing gravitationnelle, now. tout comme 3A And Atlas the aujourd'hui. question was, what is pushing La it? question était donc, qu'est-ce There qui le wasn't repousse? any clear Il n'y avait evidence for a aucune preuve rocket claire effect d'un doing effet that. de So fusée. C'est that's ce what qui m'a intrigued me, intrigué and I et j'ai suggested maybe it's a suggéré qu'il technological s'agissait product. peut-être d'un produit technologique. Et puis, vous Now, savez, il mesurait it également was une also centaine de 100 mètres de meters large in et de long, size ce qui est and comparable length, à la plus grande fusée jamais which construite is par l'homme, à comparable savoir to the biggest Starship, rocket que nous humans étudions ever built, actuellement. which was Starship that we Mhm. currently are studying. And on the other hand, 3A Atlas is 5 kilometers so big. D'un It's autre the size of côté, a city 3A relative to the size Atlas of a mesure football 5 field. km ou plus. C'est la taille d'une ville par rapport à celle d'un terrain de football. Et nous n'avons aucune idée de la manière dont on peut lancer un vaisseau spatial aussi grand qu'une ville, vous voyez? Bien sûr, une fois que nous aurons réalisé que d'autres civilisations ont peut-être fait cela, si nous en avons des preuves claires, nous pourrions être inspirés à le faire, et cela pourrait être le bon moyen de faire sortir les gens de la Terre, dans un vaisseau spatial habitable où ils pourraient bénéficier d'une gravité artificielle s'ils tournent, s'il y a une certaine rotation, et il faut produire suffisamment d'énergie pour l'alimenter. Je pense donc qu'une fois que nous aurons réalisé qu'il existe un visiteur technologique et qu'il pourrait y avoir une menace potentielle pour l'humanité, pour la Terre, nous investirons une partie importante des budgets militaires que nous allouons actuellement au conflit sur Terre dans l'exploration spatiale. Nous pourrions donc allouer peut-être $1 milliard par an à l'échelle mondiale à l'exploration spatiale. Cela signifie que nous pourrions mettre des architectes, des ingénieurs et des scientifiques sur un projet visant à construire un vaisseau spatial capable de transporter des humains pour un long voyage, même hors du système solaire. Et pour moi, c'est un concept beaucoup plus visionnaire que d'aller sur Mars, qui n'est qu'un rocher, vous savez, c'est un rocher bien pire, car il n'y a pas d'eau liquide, pas d'atmosphère. Even out of the solar system. And to me, that's a much more visionary Alors pourquoi concept quitterions-nous than les going to conditions Mars, que nous which is avons just sur a Terre, rock, qui sont you know, tellement meilleures it's a pour un much désert worse comme rock Mars? to be on Nous because ferions there's mieux de no construire une plateforme liquid water, spatiale no pouvant atmosphere. accueillir So why des humains. would we go Je from considère donc cela comme la conditions prochaine on étape. Earth, which are Mais so je ne much vois pas better, suffisamment d'argent to alloué à a cette desert vision like tant que nous Mars? n'aurons pas pris We conscience que better nous build avons a un voisin space beaucoup plus platform that can accompli. accommodate humans. So I see that as the next step, but I don't see enough money being allocated to that vision until we would realize that we have a neighbor that is much more accomplished. Mhm. Yeah, Oui, speaking en of parlant de roches roches de moins bonne qualité, pour conclure, car je pense qu'il ne vous reste plus que 5 minutes, j'aimerais aborder brièvement une autre de vos idées. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo à ce sujet il y a quelques années. Vous avez écrit un article, voire un mémoire, sur la Lune comme lieu possible pour des débris extraterrestres ou quelque chose provenant de l'extérieur du système solaire qui aurait ensuite atterri sur la Lune. J'ai trouvé cette idée vraiment intéressante. then landed on the moon. I found that idea really interesting because Yeah, it's like a C'est comme un museum, musée, because, car vous savez, you know, on sur Earth, we Terre, have the l'atmosphère atmosphere that brûle burns tout ce up qui y and pénètre, the tandis que la 30% Lune recueille collects tout à sa it in the surface. surface.
Parce que nous n'avons pas beaucoup d'occasions de trouver ces objets provenant de l'extérieur du système solaire, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'une seule chance pour l'instant, mais ils ne viennent pas très souvent. La Lune serait donc un bon endroit où chercher. Soit la Lune, soit Mars. Mars a également passé 2 milliards d'années sans atmosphère. Nous devrions donc faire de l'archéologie sur la Lune ou sur Mars, rechercher des objets qui se sont accumulés au fil des milliards d'années à leur surface. Cela signifie également qu'il faut nettoyer la poussière et pas seulement regarder de loin, car il peut y avoir beaucoup de poussière sur tout ce qui s'est écrasé à leur surface. Oui, c'est exactement la question que je me posais. Sous toute cette poussière et ces roches, que devrions-nous chercher? Je veux dire, nous n'en avons aucune idée. L'autre chose qui m'intéresserait, ce serait d'aller dans les grottes qui sont des tubes de lave sur Mars et de vérifier s'il y a des peintures préhistoriques sur les parois de ces grottes. Parce que si l'intelligence s'est développée 2 fois plus vite sur Mars que sur Terre, cela signifie qu'il y avait peut-être quelque chose là-bas qui nous a précédés en tant qu'êtres intelligents. Oui, il y a des idées intéressantes pour explorer ces grottes lunaires à la recherche de grottes martiennes. Je ne sais pas, mais ils ont construit des robots. Nous aurons peut-être des réponses à l'avenir. À l'heure actuelle, la Lune n'a jamais eu les conditions nécessaires à la vie, car elle est trop petite, mais Mars les avait. Nous pouvons donc envoyer un drone dans l'une de ces grottes et prendre des photos de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, je pense que notre temps est presque écoulé. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. Alors peut-être, comme dernière question pour tous ceux qui veulent maintenant en savoir plus sur vos idées cosmiques, disons, par où devraient-ils commencer? Je vois votre livre derrière vous. Oui, j'ai 2 livres grand public, Extraterrestrial et Interstellar. J'ai écrit plusieurs ouvrages spécialisés sur les premières étoiles, les premières galaxies et la recherche de la vie d'un point de vue scientifique. Mais je pense que les développements les plus passionnants sont récents, par exemple en ce qui concerne 3I Atlas. Et si vous allez sur medium.com, vous pouvez simplement rechercher Avi Loeb sur medium.com. Vous y trouverez mes essais quotidiens. Et vous pouvez vous abonner gratuitement. Je ne fais payer aucun frais et c'est ouvert à tout le monde. Et à l'heure actuelle, je viens de dépasser le seuil des 100 000 abonnés. Parce que c'est très différent de l'exemple X, où un tweet ne prend que quelques secondes à lire. Ici, les essais, ça prend environ 5 minutes à lire. Je suis donc très heureux que les gens s'intéressent à la science et je reçois régulièrement des messages de mères ou de pères qui me disent que leurs enfants ont envie de devenir scientifiques après avoir vu mes interviews à la télévision, écouté mes podcasts et lu mes essais. En parlant de podcast, j'ai récemment participé à un podcast avec Joe Rogan qui pourrait également intéresser les gens, mais en général, il suffit de taper mon nom dans Google pour trouver beaucoup d'informations. Dans l'ensemble, je pense que c'est une opportunité incroyable. 3i Atlas est une formidable occasion de susciter l'intérêt du public pour la science et de la soutenir, car elle permet d'aborder des questions qui préoccupent tout le monde et qui pourraient avoir une incidence sur notre avenir, l'avenir de l'humanité. J'espère que si nous découvrons un artefact extraterrestre, cela nous incitera à faire mieux. Quand je lis les nouvelles chaque jour, j'ai l'impression de participer à une fête où les invités se comportent mal. Mon seul espoir est qu'il y ait un invité qui améliore la situation. Bien dit, d'accord. Professeur Loeb, ai-je bien prononcé votre nom? Oui, il est en fait d'origine allemande. Car en allemand, on prononce O-E Loeb, mais ce n'est pas correct. Exactement, c'est la bonne prononciation. Et avec un tréma, en fait. Mon père est né en Allemagne. Il est parti à l'âge de 11 ans en 1935. Je suis retourné dans le village où il est né, où sa famille vivait depuis 700 ans et qu'elle a quitté juste avant la Seconde Guerre mondiale. Bon timing. Eh bien, c'est mon grand-père. Il savait voir. Je veux dire, je peux vous raconter une histoire en quelques secondes. Il a participé à la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne contre la France et a combattu à Verdun, une bataille très célèbre, et il a fait partie des survivants. Vous savez, ils sont restés enlisés dans la boue pendant 1 an. Bref, un jour, en 1934 environ, il y a eu un rassemblement dans sa ville, et l'un des membres du parti nazi s'est levé et a dit que les Juifs épuisaient notre société et que nous devrions faire quelque chose à ce sujet. Et mon grand-père s'est levé et a dit: « Comment osez-vous dire cela? J'ai combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et vous avez échappé à la conscription. »
En fait, cet homme était communiste. Cette personne a alors répondu à mon grand-père, « Monsieur Loeb, nous vous connaissons tous et nous vous apprécions. Je parle des autres Juifs. » À ce moment-là, mon grand-père a dit, « D'accord, nous partons. » Et 36, non, 46 membres de la famille ont dit, « Non, non, nous partirons avec le dernier train. Nous croyons que rien de grave ne nous arrivera. » Ils sont donc partis dans le dernier train, mais aucun d'entre eux n'a survécu à l'Holocauste. Wow. And you, Mon grand-père a donc eu la clairvoyance et le courage de faire ce qu'il fallait. Et c'est grâce à lui que j'existe. Je porte son nom. Je m'appelle Albert Loeb. Comme lui, il existe d'ailleurs une rue qui porte son nom, l'Albert Loeb Weg. Si vous faites une recherche sur Google, vous verrez que c'est la ville où il est né, je porte donc son nom. J'ai encore une montre qu'il portait. J'ai aussi quelques objets de la Première Guerre mondiale qu'il a laissés derrière lui. Quand j'ai vu un film sur la Première Guerre mondiale, cela m'a semblé très authentique et similaire à ce que j'avais entendu à son sujet. yeah, it's crazy. Oui, je serais en Allemagne si tout cela n'était pas arrivé. Oui, mais c'est formidable que votre grand-père ait eu le courage et la clairvoyance de partir, car beaucoup ne l'ont pas fait. Et avec le recul, tout semble si clair, c'est vrai. Mais ce n'est jamais clair. Jamais, jamais. Il y a toujours des gens qui voient les signes, et tant mieux pour eux. Eh bien, la plupart des gens fonctionnent par vœu pieux. Et de toute façon, quand j'ai grandi, mon père n'a jamais eu de sentiments négatifs à l'égard de l'Allemagne, car il n'a pas connu les aspects négatifs de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons toujours eu une voiture allemande et il écoutait de la musique de Strauss. Yeah. Mais il ne m'a pas appris l'allemand. Okay. D'accord. Oui, je veux dire, au moins, vous avez toujours votre nom allemand. Je me trouvais en Allemagne à Schloss Elmo il y a quelques mois, un endroit très agréable où le G7 s'est réuni plusieurs fois. Et oui, j'ai parlé des derniers résultats que nous avons obtenus dans le cadre du projet Galileo. Quoi qu'il en soit, c'est un grand plaisir et merci pour ces excellentes questions. J'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Thank you so much. Et nous attendons avec impatience les réactions des téléspectateurs. Je pense que cela touchera un large public. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en cette période stressante. Stressful time. Avec plaisir. C'est un grand plaisir de vous parler.